Donc, marketing web, 6 opportunités à saisir pour les PME. C'est comme ça que je l'ai présenté, essayer de wrapper ça en 6 opportunités. Je présente Adviso rapidement. On est une firme qui fait de la planification, de l'optimisation de sites web. Donc, on aide les entreprises à planifier leur environnement web, puis à générer du trafic, puis à s'assurer qu'il y ait le maximum de ventes ou en tout cas de conversion, d'inscription ou de peu importe qu'est-ce qu'ils veulent qui arrive sur leur site. On est une entreprise qui a une culture business, performance. On complète ceux qui ont une offre en technologie, ceux qui ont une offre en création. Donc voilà, on a gagné le Profit 200 cette semaine encore. Ça date de 2011. Hein. J'ai pas eu le temps de mettre cette slide-là à jour avec mes collègues de NVI qui sont là-bas, mes collègues compétiteurs que j'adore. On a plein de beaux clients, on est vraiment bons. Donc voilà, 6 opportunités à saisir pour les PME. Première opportunité, se battre à son niveau. En fait, opportunité ou enjeu, se battre à son niveau. La deuxième, profiter de son agilité. En étant une PME, vous avez une certaine agilité que les grandes entreprises n'ont pas nécessairement. On va essayer de faire comprendre comment vous pouvez utiliser cette agilité-là. 3, prendre son destin en main. Quand on fait du web, faut pas sous-traiter l'entièreté de ce qu'on fait parce que sinon on le fait très mal. 4, générer des succès avec vos communautés. 5, payer uniquement lorsque c'est ciblé. Parce qu'on peut pas se permettre de ratisser large. On peut pas se permettre de montrer des annonces de Tampax à des hommes, par exemple. Et 6, savoir ce qui se passe. C'est vraiment important, même si ça nous intéresse pas, puis c'est pas de notre génération, le web. On a la responsabilité, si on en fait, de savoir ce qui se passe. Donc, se battre à son niveau. Quand on est une PME, on veut se battre contre des grandes entreprises. Ben déjà, il y a un problème de budget, il y a un problème de branding, il y a un problème de couverture géographique des services, etc. Puis en plus de ça, moi je dis souvent que les agences, puis j'ai eu la confirmation tantôt par des gens de chez Cossette qui vous donnaient une conférence ce matin, il m'a dit, je me demande ce que je faisais ici aujourd'hui, c'est beaucoup des PME, puis moi dans le fond, c'est les grandes marques qui m'intéressent. C'est exactement ce que je voulais relever ici. Les grandes agences, souvent, c'est les grandes marques qui les intéressent, tout simplement parce qu'ils ont le gros budget national. Puis les petites PME ou les plus petites entreprises, ben le budget, c'est un petit peu moins intéressant. C'est pas pire, M. Delagrange? C'est un petit peu? OK. Donc, aussi les grands médias, ben également les grands médias sont pas nécessairement bien configurés pour supporter les PME. Ils coûtent très cher, ils sont souvent mal segmentés, ils sont pas mal segmentés, mais ils sont mal segmentés pour une PME parce qu'ils veulent couvrir très très large. Puis à part les journaux peut-être hebdomadaires locaux là, mais ceci dit, il y a plus grand monde qui lit ça. Donc je pense pas que ce soit très utile. Ensuite de ça, quand on est une PME, on a les trade shows. Les trade shows, je sais jamais comment les appeler en français, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est assez dispendieux. On envoie des gens en voyage, on a un kiosque. Ça coûte assez cher. On peut parler, j'ai entendu des entreprises souvent qui mettaient plus de 50 000 $ à chaque fois qu'ils faisaient un trade show. Ça commence à être de l'argent pour une PME. Donc, et en plus, on est à côté de ses compétiteurs, puis ce qu'il faut pour nous distinguer, c'est un kiosque. Là. Je sais pas si c'est nécessairement une bonne idée pour se mettre en marché. En plus, une autre des opportunités, c'est que le SEO local, le référencement local, c'est plus de 20% aujourd'hui des recherches. Puis vous allez voir un peu plus loin comment Google de mettre de plus en plus d'accent sur ça. Et selon moi, une des opportunités pour les PME, voilà. J'allais dire, vous voyez, dans cette slide-là, ici, que j'ai pris il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 minutes, vous voyez que quand on cherche, par exemple, porte de garage, il n'y a aucun résultat organique qu'on est capable de voir tout de suite dans la page. C'est que des résultats d'achat média performance ici. Et ici, vous avez seulement des recherches de type local. Donc, il n'y a même plus de place pour les résultats organiques dans la page de Google. Donc, c'est quand même une opportunité pour les PME dans le sens où elles doivent se positionner localement. OK, si vous êtes une librairie locale, ben c'est peut-être pas une très bonne idée de vouloir se battre sur le mot livre. Par contre, se battre sur le nom d'un auteur avec une ville, là ça devient peut-être un peu plus intéressant, ça devient un combat à votre niveau, ça devient un combat qui est jouable. Également, si vous êtes un manufacturier par exemple, c'est sûr que les moteurs de recherche sont un lieu intéressant pour vous. Parce que vous n'êtes pas... Premièrement, en général, les grandes entreprises ne sont pas nécessairement les plus performantes encore dans les moteurs de recherche. Vous allez voir un peu plus loin pourquoi. Et vous avez un acheteur qui vient d'un autre pays qui achète un mot-clé très spécifique. Ben, vous devez être là, c'est votre responsabilité d'être là. Puis c'est probablement la façon la plus efficace en termes de coût de rejoindre ces personnes-là. Je vous donne un exemple. Les spas scandinaves, c'est une entreprise qui a 4 spas finalement à travers le Canada. Donc c'est on pourrait dire une très petite entreprise. Eux, aujourd'hui, avec un site qu'ils ont fait en pensant réellement de façon très pointue
au référencement et ils se sont dit on va battre notre combat local, on va pas sortir premier sur Spa ou sur Massage, on va sortir premier sur Spa Montréal, Spa Mont-Tremblant, Spa Whistler, etc. Et aujourd'hui, là j'ai mis 170 000 parce que j'ai pas eu le temps de l'adapter là parce que c'est sur mon site, mais aujourd'hui c'est plus de 250 000 visites qu'ils ont sur leur site en provenance des moteurs de recherche et ce hors marque. Donc des gens qui ne tapent pas leur marque dans la recherche. Donc des gens qui ne les connaissent pas nécessairement, qui sont en processus de recherche, qui n'ont pas encore décidé c'était qui leur partenaire finalement de choix. Ils sont pas en train de chercher une adresse, ils sont en train de se magasiner un endroit où ils vont aller s'humidifier le corps. Donc 250 000 visites qui ne vous connaissent pas par année. C'est majeur pour une PME de cette envergure-là. Ça change tout. Ça fait qu'il y a du monde dans le spa, puis ça fait que les actionnaires sont heureux. Profitez de son agilité. Les grandes entreprises, les PME ont ça de différent que dans une grande entreprise, prendre une décision, c'est pas toujours rapide. Par contre, chez les PME, en théorie, parce que c'est pas toujours le cas, en théorie, on devrait être capable de prendre une décision rapide. Et on devrait être capable d'avoir des gens dans l'organisation qui connaissent suffisamment l'organisation pour répondre à des questions. Je vous donne un exemple fail typique dans les médias sociaux. Un client pose une question et le département de communication s'empresse d'y répondre et essaie d'y répondre le mieux qu'il peut, va voir les experts à l'intérieur de l'organisation, revient, c'est pas ça exactement, il repart, il revient, il court, il est très essoufflé. Et finalement, le résultat là, de tout ça, c'est que c'est très long, un peu comme... et c'est décevant. On a une réponse édulcorée de département de communication, alors que ce qu'on veut, par exemple, dans les médias sociaux, c'est d'avoir une réponse directement des experts qui connaissent la chose, qui connaissent exactement ce de quoi on veut parler. Donc ça, c'est un fail typique, et c'est un fail typique qui arrive dans les médias sociaux régulièrement avec les grandes entreprises et qui, avec les PME, on est capable de se permettre de mettre quelqu'un qui est un peu plus sur le front line, qui a un peu plus des réponses et qui est capable, qui a un accès aux différentes personnes dans l'organisation. Vous êtes les mieux placés vous-même pour raconter votre histoire. Moi, j'offre des services de gestion de communauté à mes clients. Et je leur recommande fortement de ne pas les utiliser, si possible. Parce que c'est terriblement une mauvaise idée de demander à quelqu'un d'externe de gérer sa propre communauté. Vous connaissez votre histoire. Vous devriez, c'est des questions de gros bon sens qui sont émises dans les médias sociaux. Vous devriez être capable de répondre vous-même à ces questions-là. De plus, vous avez l'agilité que les grandes entreprises n'ont pas. Je vous donne un exemple. Je parlais à des gens chez Pfizer. Je donne une conférence avec la madame de Pfizer demain, donc je devrais pouvoir avoir un update sur cette situation-là. Mais je peux vous dire que chez Pfizer, quand quelqu'un pose une question sur Twitter, il n'y a pas très longtemps, ça prenait 15 jours environ répondre. OK? Parce que vous aviez les 18 paliers d'avocats, de spécialistes, de scientifiques qui devaient valider et survalider et bon. OK? C'est assez pénible. Donc, vous comprenez quand je parle de non-agilité, c'est de ça que je veux dire. En plus, quand vous êtes l'agilité d'une PME, ça permet de faire ce genre de choses-là. Profiter d'une campagne télé nationale d'un concurrent. Je vais vous montrer un exemple précis. Vous avez ici une compagnie qui s'appelle Marcel Cosmétiques, qui est une PME dans la cosmétique, qui est une PME d'envergure canadienne, qui se bat contre des compagnies internationales, des L'Oréal, des Garnier de ce monde. Et L'Oréal et Garnier, il y avait un lancement d'un produit qui s'appelle la BB Cream. C'est un produit qui n'existait pas au Canada qui existe depuis environ février. Avant ça, c'était en Asie et en Europe que ça avait été lancé. Marcel, son marché, c'est le Canada. Il ne vend presque pas ailleurs qu'au Canada. Donc, et les autres avaient l'expérience des autres marchés. Arrivaient au Canada avec les gros sous, la campagne télé, la campagne magazine, 25 à 50 000 $ pour avoir une page dans un magazine. À la télé, on n'en parlera même pas. Et ils sont même pas capables de se positionner dans les moteurs de recherche et de penser à acheter un mot-clé comme ça. Pour eux, c'est des peanuts de fin de ligne de marketing. Mais regardez ça ici. Quand on voit des annonces à la télé avec un produit qu'on connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va faire des recherches sur le web. Puis, voilà. On s'en vient chercher, on s'en vient parasiter la campagne des grands, on s'en vient se coller et on s'en vient profiter finalement de tous leurs investissements offline. OK? On peut même aller plus loin, on peut acheter la marque maintenant de nos concurrents. Donc pour ça, c'est une réelle opportunité pour les PME. On achète la marque de notre concurrent. Donc on a le droit d'acheter le mot-clé qui appartient à notre concurrent. On n'a juste pas le droit de le mettre dans notre annonce. Donc c'est un très bon exemple ici. On cherche Ford Focus et on a Mazda qui se positionne, voyez-vous, en achat de mots-clés ici.
et qui dit que Mazda, dans le fond, tout de suite, il fait ressortir la caractéristique qui bat la Ford Focus dans cette catégorie de véhicules-là. Tout de suite, il fait ce pont-là. Il était pas très bon dans le sens où il n'a pas adapté au marché canadien, il n'a pas mis des kilomètres, alors qu'il savait très bien que j'étais à Montréal. Il a mis des miles per gallon. Donc ça, c'est là où s'arrête la compétence dans cette campagne-là. Mais il reste que ils profitent de la marque de leurs concurrents. Vous pouvez vous imaginer, j'ai pas vu beaucoup de PME québécoises, j'ai pas trouvé d'exemple de petites PME ou de moyennes PME québécoises qui faisaient ça. Mais ça, c'est une réelle opportunité, encore une fois, de parasiter les gros moyens de beaucoup plus grandes entreprises que la vôtre. OK? Puis les plus grandes entreprises vont avoir un contentieux d'avocats qui va dire non, fais pas ça. Pendant ce temps-là, vous allez chercher son trafic. OK? Vous pouvez également annoncer des bonnes nouvelles. Une des façons assez classique de faire du référencement pour sortir dans les résultats organiques de façon ponctuelle et de façon très efficace. En général, cette stratégie-là va vous permettre de faire la page 1, la première page finalement de Google, sur un ou deux mots-clés bien choisis. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité et vous voulez vraiment sortir sur la page 1, vous faites ce qu'on appelle un communiqué de presse social. Ça, c'est un exemple pour annoncer notre nomination dans le Profit de cette semaine. Je donne un exemple de Cascade qui lance un produit. Cascade lance, dans ce cas-ci, une chaise Adirondack en plastique. Et c'est pas un produit qu'ils sont vraiment habitués de pousser. Donc, on veut le faire connaître. Ce que ça donne essentiellement, on envoie un communiqué de presse social comme ça, avec de l'optimisation sur des mots-clés particuliers pour sortir. Le but, c'est qu'on sorte sur la première page de Google dans les prochains jours. Et en plus, qu'on ait des relations publiques. Cascade, vous allez me dire, c'est pas une PME, mais Replast, la sous-compagnie de Cascade, c'est une PME avec un budget de PME. Je vous dirais même de PE. Donc, on envoie ce social media press release-là sur des campagnes sur des sites comme CNW, des sites où on peut soumettre des communiqués de presse sociaux. Ça coûte 200 $ environ. On écrit un article comme ça, on met des petites vidéos. Et ce que ça donne, un paquet de gros médias qui parlent de nous, qui mettent des liens. Je sais pas si vous voyez, il y a des liens dans nos articles ici. Comme ça. Qui mettent des liens dans nos articles parce qu'ils reprennent le communiqué de presse. Ils sont très paresseux, les journalistes. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Ils prennent nos articles, ils font des copier-coller, donc ils gardent nos liens. Et ceux qui ont fait un peu de référencement dans leur vie, et j'espère que ceux qui sont allés à la conférence de Sonia savent aujourd'hui que ça prend des liens pour bien sortir sur Google. Donc, on fait ça ici. On a quelques médias majeurs, dans ce cas-ci américains, qui parlent de notre produit. Il y en a pas mal. C'est quand même des gros médias. Avec un pic de trafic assez grand pour le lancement de notre produit, alors que c'est un produit qui n'est même pas cherché. C'est un produit auquel on penserait vraiment pas que Cascade pourrait être présent sur cette catégorie-là. Et en plus, on a 76 nouveaux liens hébergés sur 32 domaines différents, ce qui est quand même une très, très bonne campagne de liens, mais surtout sur des gros domaines de médias. Donc tout ça, tout ce qu'on a eu à faire, c'est lancer un petit communiqué de presse, prendre le temps de l'écrire, raconter son histoire. Donc, c'est ce que je vous disais depuis tantôt. Profiter de l'agilité d'une PME qui est capable de faire ça, qui n'a pas besoin d'avoir 32 relectures d'un communiqué de presse avant de pouvoir passer à l'action. Troisième enjeu ou opportunité, prendre son destin en main. Ça, c'est ma blague classique d'agence traditionnelle. Monsieur Delagrave, vous devriez écouter celle-là. Vous voyez, ça, c'est une joke classique qu'on dit souvent, les agences disent ça entre eux. Pour impressionner le président de la marque nationale qui nous donne beaucoup d'argent chaque année, on va prendre 3 billboards puis on va le mettre entre chez eux puis son bureau. Comme ça, il va avoir l'impression que le Québec... Je suis désolé de révéler tous ces trucs. Mais comme ça, il va être persuadé que le Québec en entier le voit. Ça, c'est une stratégie classique. Je vous pose la question, voulez-vous payer pour ça? Avez-vous les moyens de payer pour ça? Deuxièmement, les agences, et je ne décrirai pas cette photo, je vais seulement vous dire... Les agences qui créent du contenu, qui créent du graphisme beaucoup, vont avoir tendance, parfois, pas toutes, mais beaucoup, vont avoir tendance à vouloir créer votre quotidien à votre place, vont avoir tendance à vouloir gérer votre quotidien à votre place. À chaque fois que vous écrivez un communiqué de presse, il faut leur parler. À chaque fois que vous voulez changer une virgule sur votre site, il faut leur parler. À chaque fois que vous voulez faire un petit changement graphique, créer une bannière, il faut leur parler. C'est pas le type de relation que je pense que vous avez besoin de faire si vous voulez faire du bon web et du bon marketing web. Les ingrédients pour prendre son destin en main, dans ce cas-ci, ce que je vous dis, c'est des basics, mais c'est vraiment important. Moi, je pense qu'on est rendu au point où ça prend un spécialiste à l'interne. Même si vous faites beaucoup de choses à l'externe, ça vous prend quelqu'un à l'interne qui comprend le jargon, qui est capable de lire une proposition, qui sait ce que ça veut dire le mot CPM,
qui sait ce que ça veut dire le mot Google, qui est capable de prendre une proposition, de la présenter, de voir la réelle opportunité et de l'intégrer à l'entreprise avec les yeux ouverts et non pas fermés. Donc ça, je pense qu'on est tous rendus là aujourd'hui. Il y a très peu d'organisations qui peuvent se permettre de ne pas avoir ça à l'interne. Pour faire ce que je vous ai montré un peu plus tôt, les communiqués de presse, pour faire du média social, pour faire du search, ça vous prend une histoire et ça vous prend du contenu et ça prend quelqu'un qui l'écrit ce contenu-là. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous êtes les maîtres de votre histoire, vous savez comment la raconter mieux que personne. Donc, ça vous prend des gens qui créent du contenu à l'interne dans votre organisation, qui viennent du marketing, de la direction, ou peu importe, que ce soit un pigiste avec qui vous avez l'habitude de travailler, qui fait de la bonne rédaction, comme Valier, par exemple. C'est des choses qui sont... c'est quelque chose qui est vraiment important. Troisièmement, ça vous prend un outil de gestion de contenu. C'est fini. J'ai encore un client ce matin même qui me disait qu'il n'avait pas d'outil, qu'il savait pas s'il pouvait gérer son site lui-même. Voyons, je sais que j'ai l'impression d'être en 98 en ce moment en vous disant ça, mais c'est important. Un outil de gestion de contenu, c'est un actif, un site web. Et si vous n'avez pas la capacité à faire vivre et à augmenter la valeur de votre actif, ben vous n'êtes pas capable de faire votre travail de gestionnaire, vous n'êtes pas capable de faire votre travail d'entreprise qui doit créer de la valeur pour ses clients. Finalement, des outils de fidélisation dont vous avez le contrôle et que vous pouvez utiliser, aussi simple que la base de données de courriel que vous possédez, qui est une valeur incroyable. Si vous vendez votre entreprise, c'est une des choses qui a toujours le plus de valeur. Et c'est une des choses qui fait encore le plus bouger les gens. C'est-à-dire que vous envoyez une newsletter avec une nouvelle ou avec une offre, il y a énormément d'achats qui sortent de ça. C'est pas de la science nucléaire, mais ça fonctionne extrêmement bien. C'est un processus que vous pouvez gérer à l'interne si vous avez un bon outil de gestion de contenu. Et vous devez faire ça. Envoyer un courriel au moins une fois par mois à vos clients. Et d'autres types de communautés, on va justement parler maintenant. D'autres outils de fidélisation comme les communautés dans les médias sociaux que vous pouvez dorénavant utiliser. Je vais vous montrer un exemple. Je vous parlais de créer des contenus. OK? Je vous montre qu'est-ce que ce client-là a fait, un de mes clients, qui a créé dans son année, qui met des petits boutons, vous savez, les petits boutons de sharing sur son site, les petits boutons de partage Facebook. Regardez, ce client-là, 132 000 fois, il y a eu un clic sur ces boutons de sharing dans l'année. OK? C'est beaucoup. C'est quand même un client qui crée du bon contenu, des bons blog posts, des bons articles dans son industrie, qui génèrent des partages. Il faut qu'un article soit suffisamment bon. Il faut pas que ce soit du pétage de bretelles. Il faut que ce soit réellement intéressant. Il faut que l'article soit visible auprès des communautés ciblées. Et si c'est le cas, vous allez avoir des partages. Et ce que ça donne, je vais juste vous montrer. 260 millions d'impressions sur le réseau Facebook. 130 000 partages. 260 millions de fois, le lien vers ces articles-là ont été affichés sur le réseau Facebook. Combien de clics ça a généré ça? 730 000 clics. Ça, là, c'est de la viralité. Et tout ce qu'on vous avez à faire pour que ça arrive, c'est mettre un bouton de partage puis créer un bon contenu. OK? Il faut également savoir que, vous avez vu, c'est 0,2% de clics. Il y en a qui vont nous dire, c'est vraiment faible. Si vous avez déjà acheté des bannières web traditionnelles sur Cyberpresse ou autres médias, peu importe, je nomme pas de médias en particulier, je vais juste dire, vous achetez une bannière, vous achetez au 1000, vous allez avoir si vous avez 0,2%, il faut ouvrir le champagne en général. Parce qu'en général, c'est 0,02% la moyenne de clics sur ces annonces-là. OK? Donc, Facebook, en général, performe vraiment mieux qu'une bannière parce que c'est un ami qui vous suggère un article. Donc, par définition, le peer pressure fait qu'il y a un clic. Un autre exemple de communauté avec succès, Marcel. Je continue avec Marcel. Je vous ai présenté la BB Cream tantôt. Marcel devait lancer son produit en même temps que Garnier et L'Oréal et avait un budget environ 100 fois moins grand qu'eux autres et devait faire quelque chose. Donc, il s'est dit, s'il y a beaucoup de Canadiennes qui essayent mon produit en premier, peut-être que c'est moi qui vais avoir la deuxième vente puis la troisième vente, puis c'est peut-être moi qui vais avoir l'habitude avec le produit. Okay? Si je réussis à aller chercher le trial, dans le fond, souvent ce qu'on dit dans un produit de consommation, c'est on le découvre, on l'essaye, on l'adopte, on est loyal. C'est un peu les 4 étapes. Donc, si on arrive à se passer tout de suite à l'étape trial rapidement, on risque d'avoir beaucoup de succès. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne qui est inspirée de Dropbox. On a profité du fait que chaque personne sur Facebook a en moyenne 220 amis au Canada.
Et on a dit, au lieu de donner de l'argent à des médias, à des grands médias, on va donner du produit directement à nos clients. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait aux clientes, abonnez-vous à notre programme pour recevoir un produit gratuit, parlez-en à vos amis, et si vous avez suffisamment d'amis qui s'inscrivent, on va vous envoyer le produit gratuitement. Pas un échantillon, un vrai produit complet, avec une valeur d'environ 30 $, qu'on leur envoyait directement à la maison. Résultat, 27 000 nouveaux fans en une semaine, avec une base de 1000 fans au début seulement. 22 000 courriels et coordonnées complètes de clientes. Bon, évidemment, le nombre de fans. 272 000 utilisateurs atteints de façon virale pendant la campagne. Produit cosmétique numéro 1 chez Walmart en moins de 2 semaines, qui battait les 2 autres concurrents qui avaient des campagnes télé. Les mentions j'aime. La portée. Vous voyez, la portée était... On a frôlé, dans certains cas, on a frôlé les 400 000 personnes rejointes sur le réseau de Facebook. On a même dû leur redonner un coupon rabais parce que la campagne a fini en dedans de 3 jours. On avait donné tous nos produits gratuits en dedans de 3 jours. Ça devait durer 1 mois. Et on rejoignait, voyez-vous, on avait une portée potentielle sur Facebook de 4,5 millions de Canadiennes. Et la cliente qui ne se pouvait plus sur son compte Facebook personnel. 5e opportunité pour les PME, payer uniquement lorsque c'est ciblé. Je vous l'ai dit au début, les grands médias ne sont pas faits pour les PME. Ça coûte trop cher, c'est trop large le ciblage, et ça finit qu'il y a des moments vraiment perdus qui sont pas bons pour les annonceurs et non plus pas bons pour les cibles de l'annonce. Par contre, quand on fait de l'achat média performance, je vous pense à l'achat de mots-clés, je pense aux annonces display comme celle-ci. Les annonces d'achat de les annonces AdWords qui sont mises dans un contexte de contenu. On peut faire ça aussi. On peut également, ça vous voyez, c'est le type de ciblage qu'on peut faire pour montrer où est-ce que nos annonces s'affichent. Et on peut aussi avoir des annonces visuelles comme celle-ci, comme des annonces du réseau display traditionnel, mais toutes payées à la performance. C'est-à-dire qu'on paye uniquement quand il y a un clic ou on paye uniquement quand il y a une action. Ceux qui sont allés à la conférence de Nectaria, je suis certain qu'ils vous en ont parlé un petit légèrement. C'est avec ça que Google fait 40 milliards par année, là. OK? Donc, donc voilà. Donc, c'est les 3 possibilités. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'au lieu de ratisser très large ou d'acheter une ville au complet, un pays au complet, une province au complet, on peut ratisser par pays, par province, par ville, par langue, par heure. Saint-Hubert Barbecue qui achète juste ses annonces entre telle heure et telle heure quand c'est le temps de commander ou quand ses magasins sont ouverts, par exemple. Ou démographique. De plus en plus, le réseau Google et les autres réseaux d'achat médias performance s'en vont dans le démographique, donc on est capable de cibler des critères aussi. Vous irez voir sur Google, vous avez un endroit, vous taperez What demographic Google knows about me sur Google et vous allez voir ce que Google sait sur vous, il vous le dit directement. Il faut que vous soyez logué, évidemment, sur le réseau Google, mais il va tous vous dire qu'est-ce qu'il connaît de vous. Des fois, il se trompe un peu, mais en général, il y a quand même une très bonne connaissance de vos patterns de navigation. OK? Des fois, ça peut être spécial de le faire quand on le fait sur l'ordinateur partagé à la maison. Je vous avertis tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on achète du média web de façon traditionnelle, bannière web de façon traditionnelle, on achète du coût par mille. C'est-à-dire qu'on paye environ, en moyenne, et là, j'en ai qui me disent que c'est 5, il y en a qui me disent que c'est 25. Moi, je dis en moyenne 15 $ pour 1000 impressions d'une bannière. Ça veut dire que la bannière, quand vous ouvrez Cyberpresse, que vous regardez la une, puis que vous cliquez sur la une, la bannière qui est en bas que vous n'avez pas vue, l'annonceur a quand même payé pour cette bannière-là. OK? Quand vous achetez du média à la performance, vous achetez avec un CPC, un coût par clic moyen de 1,50 $. OK? Je vous l'ai dit tantôt, avec un 15 $, si vous faites 0,02% de tout clic, faites le calcul et vous allez arriver... Je vais dire une niaiserie, environ, merci, à 2 clics, tout à fait. 2 clics, donc 2 clics pour 15 $. Donc, coût par clic. Ça marche-tu, ça? Ça marche? Ouais, c'est ça? Coût par 1000, donc j'ai 1000 impressions. Non, je pense que c'est un demi-clic. Un demi-clic par 1000. Ça fait 14 $. C'est quand même 10 fois plus. Dans l'autre compte, tu as 3 fois plus, à quelque part entre les deux. Dans tous les cas, on aime mieux payer 1,50 $ pour un clic ultra ciblé que de payer beaucoup plus large avec une bannière. Fait que pensez-y la prochaine fois que vous avez une proposition d'une agence média traditionnelle sur votre bureau.
Autre tendance extrêmement intéressante qu'on peut faire avec l'achat média à la performance, c'est le remarketing. Ça, selon moi, c'est à peu près la chose qui amène le plus de conversions en 2012. En 2011, c'est Google qui a proposé ça le premier en 2011. Vous voyez une annonce, vous cliquez dessus, ou vous vous rendez de façon naturelle parce que quelqu'un vous en a parlé sur un site web. OK? Ce site web-là met une petite puce en votre nom et dit « OK, lui il est déjà venu sur mon site ». Il vous met ça dans votre cookie. Le cookie de Google devient partagé à l'annonceur. Ce que ça fait, c'est que quand vous sortez du site, on peut vous cibler directement. On peut cibler, vous avez regardé telle paire de souliers, on peut vous remontrer cette paire de souliers-là dans des bannières jusqu'à temps que vous l'achetiez. Donc, on achète uniquement du média pour quelqu'un qui a démontré un intérêt précis sur un produit, une catégorie de produits ou une marque précise. Je peux vous dire qu'à force de le voir, il finit par l'acheter. Dans un pourcentage beaucoup plus élevé que n'importe quelle autre bannière. Okay? On est loin d'acheter un billboard sur l'autoroute là, en ce moment. On est vraiment dans le plus précis. Merci. Donc voilà. Remarketing, et ça, c'est disponible sur les réseaux d'achat média performance. La dernière, c'est savoir ce qui se passe. C'est plate à dire, puis c'est lourd, mais il faut s'intéresser au Web Analytics. Le Web Analytics, c'est un peu drabe, c'est mal présenté des fois. Google particulièrement est beaucoup trop geek dans sa présentation. Ça s'adresse pas nécessairement à des gens qui sont des décideurs d'entreprise, mais il faut vous y intéresser. Il faut, si vous n'avez jamais regardé le rapport, si vous savez pas c'est quoi Google Analytics, vous savez pas c'est quoi un autre outil de mesure de performance web, vous l'avez jamais regardé pour votre entreprise, ça vous intéresse pas assez que vous fassiez du marketing web sérieux. Si jamais vous dites « Ah, ça m'intéresserait », vous devriez recevoir un rapport comme ça, vous devriez y aller de vous-même. Et si c'est trop compliqué ou c'est trop lourd pour vous, faites-vous envoyer les rapports de façon automatisée, une fois par mois, une fois par trimestre, à la limite. Mais intéressez-vous. Sachez ce qui revient quand vous faites quelque chose. Ces outils-là vous permettent de savoir où vous avez investi et qu'est-ce que ça vous a donné exactement d'investir dans un secteur, dans une source de trafic donné. Implantez vos conversions, c'est la deuxième affaire. En général, les gens vont implémenter Google Analytics. Et je vous le dis, là, si vous travaillez avec une agence qui développe votre site web et vous ne lui spécifiez pas d'avoir des conversions sur votre site web, elles n'apparaîtront pas toutes seules. En général, Google Analytics, dans un projet web, c'est à peu près la dernière affaire sur laquelle on pense. C'est normal, on a un site à lancer, on a des photos intégrées, on a des textes à rentrer, il y a énormément de jobs, on a hâte de lancer, puis on escamote souvent des choses comme le Web Analytics, qui est à peu près ce qui va vous permettre de monter un business case pour pouvoir faire augmenter le budget et faire plus de web demain matin. Donc, c'est vraiment important d'intenter les conversions. Les conversions, ce que c'est des activités concrètes qui se passent sur votre site, comme un achat, un ajout au panier, un clic vers Google Maps pour découvrir où est-ce qu'est situé votre magasin, la création d'un compte, visionner votre panier, visionner votre liste de souhaits. Bon, vous voyez, c'est des exemples. Ça pourrait penser aux vôtres. Ça se peut que ce soit remplir un formulaire pour parler à un vendeur. Ça se peut que ce soit, on peut aussi tracker des numéros de téléphone. On peut avoir un numéro de téléphone sur notre site qui est différent de notre numéro de téléphone régulier et savoir combien de fois il a sonné ce téléphone-là. Et la source de trafic qui a fait sonner le téléphone était laquelle? Est-ce que c'était mon investissement sur Google? C'était mon investissement sur Cyberpresse? C'était mon investissement sur les médias sociaux? On est capable de faire ce lien-là grâce au Web Analytics. Donc, si vous faites pas ça, aussi bien pitcher votre argent par les fenêtres. Comme vous faites déjà avec le marketing traditionnel, par exemple. Donc, on continue. Non, mais c'est pas vrai. J'exagère, je fais des caricatures. Je dis, il y a des nouveaux canaux. C'est super simple ce que je vous montre là. Une fois qu'on a des conversions installées, on peut mesurer, par exemple, ce qui se passe sur les médias sociaux. Ici, c'est une slide qui vous permet de voir les conversions spécifiques aux médias sociaux. Dans ce cas-ci, on avait 302 conversions. Il y en a 104 qui provenaient des médias sociaux. Déjà, là, on commence à parler on commence à dire, OK, quand on va sur Facebook, là, on n'est pas en train de perdre notre temps, là. Il y a quelque chose qui se passe, là, sur Facebook. Fait que déjà, d'amener ça sur le bureau de votre patron, ou si vous êtes le patron, d'avoir ça sur votre bureau, c'est bien pratique pour savoir ce qui se passe, pour savoir où vous devriez investir vos efforts sur le web. Google a sorti des nouveaux rapports que je trouve aussi assez intéressants. On a l'ensemble de nos conversions. Dans ce cas-ci, vous voyez, il y a 20 000 ventes sur ce site-là, pour une valeur de 113 000 $. Il y a eu 2 000 ventes qui ont été directement, on a mis un lien dans les médias sociaux, quelqu'un a cliqué dessus et il a acheté immédiatement, OK? Et il y a eu 11 000 ventes qui ont été assistées par les médias sociaux, c'est-à-dire qu'il y a eu une découverte, on a découvert quelque chose sur les médias sociaux, on est allé voir, et plus tard, on est retourné en tapant le nom du site, par exemple, fait Enter, puis là, on a acheté. Mais là, les médias sociaux ont dit qu'ils ont permis, ils ont agi, ils ont fait une conversion assistée. Donc, vous pouvez savoir ça maintenant. Ça vient par défaut dans Google Analytics.
ou autre système d'analytique. Parce que c'est ça. Ça, c'est le processus décisionnel d'un client avant d'acheter un produit. C'est à ça que ça ressemble. Des fois, il fait là, c'est exagéré, là, ça, c'est un schizophrène, là, on s'entend. Mais vous voyez quand même que la décision d'achat sur le web, c'est pas aussi complexe que je me rends, j'achète et je m'en vais. Je me fais influencer, j'ai un bouche à oreille, je le vois dans les médias sociaux, je le cherche une fois, je fais une deuxième recherche une autre fois pour confirmer, et 3 jours après, je vais acheter. Un petit exemple, ça c'est ce que je suis en train de vous montrer là, c'est le multicanal sur Google Analytics. C'est un autre outil qui vous permet de décortiquer c'est quoi le cocktail idéal pour vendre vos produits. Je vous donne un petit exemple, je vais vous le dire, ça c'est une compagnie québécoise, c'est une PME, qui vend des services de formation. Si vous cherchez un peu, vous allez trouver c'est qui. Dans ce cas-ci, ils ont investi 12 000 en achat de mots-clés. Ils ont eu 33 000 de revenus apparents. Parce que là, on essayait de voir la part, par exemple, de l'achat de mots-clés. Donc, ils ont fait 12 000 d'achat de mots-clés, 33 000 de revenus. Pour eux, une formation, c'est directement du profit pratiquement parce que s'il y a personne dans leur salle, le formateur est payé pareil, la salle est payée pareil. Donc, ils sont très heureux. Mais là, ils sont contents, mais sans plus. Si on regarde le multicanal puis on essaie de décortiquer un peu, vous voyez, ça, c'est l'ensemble. Toutes les conversions ont été causées par ce type de pattern-là. Et ce qu'on voit, c'est que le CPC, c'est-à-dire l'achat de mots-clés, est à peu près le premier de a engendré la majorité des achats. Avant de prendre une formation à 1 000 $, ça se peut que vous la découvriez, que vous allez en parler à votre boss et que vous retourniez l'acheter après pour avoir le go finalement pour acheter la formation. Donc, c'est ce qu'on s'est rendu compte ici. Donc, avec le 12 000, revenus apparents, revenus réellement contribués, 58 000 $. Donc, il faut travailler dans ces outils-là. Ça a l'air un peu obscur, ça a l'air un peu lugubre, mais c'est vraiment important. Je vous remercie beaucoup.